Les préoccupations mondiales tournent autour de l'argent, de l'économie, et enfin, face aux défis climatiques, se pose la question de la transition énergétique, des énergies renouvelables. Comme l'a dit Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète, celle-ci peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas nous passer d'elle. La COP21 est une étape fondamentale dans cette prise de conscience. 195 États se sont engagés et des ambitions ont été fixées. Pour autant, le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs doit encore se mettre en place. Et que fait-on de la biodiversité dans tout ça ? La prise en compte de la nature est rarement prioritaire, puisque, par défaut, l'homme a la fâcheuse habitude de vouloir tout maîtriser. Notre région occitane est riche d'espaces naturels et source de biodiversité. Elle est composée de montagnes, avec les Pyrénées et le Massif central, de plaines et même du littoral maintenant. Elle est riche de soleil, de vent, d'eau et de biomasse. Elle est une vraie ressource pour les énergies renouvelables. La preuve, la grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est la première productrice d'hydroélectricité, deuxième dans la production d'électricité photovoltaïque et troisième pour l'éolien. Si on regarde de plus près, en Midi-Pyrénées, on consomme plus de 70% de l'électricité issue des énergies renouvelables et 30% en Languedoc-Roussillon. L'hydroélectricité constitue de très loin le mode de production d'électricité renouvelable, avec plus de 86% en Midi-Pyrénées. Suivi de loin par l'éolien, 7%, le photovoltaïque, 4% et la cogénération, avec à peine 3%. Côté Languedoc-Roussillon, la production entre l'éolien et l'hydroélectricité est plus équilibrée. 53% pour l'hydroélectricité, 27% pour l'éolien, 13% pour le photovoltaïque et un petit peu plus de 2% pour la cogénération. Alors effectivement, je trouve que c'est une bonne chose de s'orienter vers les énergies renouvelables, c'est indéniable, comparativement aux effets négatifs des autres types d'énergies fossiles. C'est à prendre en compte de manière réfléchie, puisque dans certains cas, l'impact de ces énergies renouvelables, enfin de la mise en place de réseaux d'éolien, de réseaux photovoltaïques peuvent être aussi négatifs. Aujourd'hui, on peut ressentir peut-être l'effet du réchauffement climatique sur les populations de poissons avec de plus en plus d'espèces qui sont résistantes au détriment d'espèces qui sont plus sensibles. Donc ça peut être lié à la qualité de l'eau, mais aussi aux effets de la température. Le changement climatique tel qu'il a l'air de se produire, il va être un facteur supplémentaire d'agression sur certaines espèces. Nous, on a constaté sur l'aspect purement floristique d'un département, par rapport à une évolution historique, à une augmentation brute de la biodiversité. En termes de nombre d'espèces, il y en a plus. Par contre, qualitativement, c'est pas dit que ce soit positif. Le lien entre le changement climatique et puis nous, ce qu'on observe sur le terrain en termes de peuplement, au premier abord, il n'est pas facile à maîtriser parce qu'on a très peu de recul, évidemment, à l'échelle de la vie humaine. On a une libellule qui s'appelle Tritemius annulata, qu'on appelle plus vulgairement la libellule pourpre, et qui est arrivée sur le littoral méditerranéen, en métropole, à la fin des années 80. Cette bête-là, elle est désormais présente dans quasiment tout Midi-Pyrénées. On sait aussi que, par exemple, quand on a extrêmement minéralisé des espaces, on sait qu'en termes de grosse chaleur notamment, on a du plus 6 degrés. Remettre de la végétalisation dans la ville, eh bien c'est du mieux vivre aussi. La nature nous rend de nombreux services, elle n'est pas là juste pour faire joli. Prenons l'exemple des zones humides. Les milieux humides sont nos alliés dans la gestion des inondations et le soutien d'étiage. Elles agissent comme une éponge en absorbant l'eau au moment des crues et la restituent en période de sécheresse. Elles participent également à l'alimentation des nappes phréatiques et agissent comme des filtres en jouant un rôle déterminant dans le maintien de la qualité de l'eau potable. Les zones humides permettent le développement de plantes et d'animaux, elles favorisent la vie et sont source d'une riche biodiversité. Mais les barrages à hydroélectricité, du fait de leur incidence sur le régime d'écoulement de l'eau, peuvent modifier les aspects quantitatifs mais aussi qualitatifs du cours d'eau, la vie piscicole, la faune et la flore aquatique. Sur la Dour en lui-même, il n'y a pas réellement un enjeu hydroélectrique parce que le régime de la Dour ne s'y prête pas forcément. Ceci dit, on commence à voir des projets de microcentrales hydroélectriques se développer. En soi, c'est intéressant, ça mérite une vraie réflexion sur l'aménagement. Le développement des énergies renouvelables est incontournable pour réaliser la transition énergétique.
Cependant, il est susceptible de perturber les continuités écologiques, déjà bien fragilisées. On voit directement le lien entre les deux grands défis un peu écologiques du moment, à grande échelle, que sont la transition énergétique avec le développement des éoliennes par exemple, et la conservation de la biodiversité avec des espèces menacées comme les chauves-souris. Lorsque les éoliennes sont placées sur des axes de migration, de déplacement, les chauves-souris et oiseaux meurent par collision ou par effet de barrière, provoquant une perte d'habitat. On peut alors se poser la question de la cohérence entre les politiques publiques en faveur de la transition énergétique et celles pour la préservation de la biodiversité. Regardons de plus près l'aménagement de notre territoire. L'agriculture constitue une place importante dans l'occupation des sols. Certains espaces aujourd'hui, agricoles ou autres, à forte valeur patrimoniale au niveau de la biodiversité, disparaissent. Il faut bien sûr se poser la question des usages qui en sont faits, d'où l'intérêt d'aller au-delà évidemment jusque de la protection de la biodiversité. Voilà, il faut avoir une approche quand même qui soit très globale et qui vont concerner des thématiques finalement très variées. La thématique de l'alimentation, elle est essentielle. Les circuits courts, etc., c'est des choses dont on est en train de parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je consomme dans mon assiette? Quel impact ça a sur l'écosystème qui est à côté de chez moi? Pourquoi les prairies dans ma commune ont baissé de 50% en 30 ans, par exemple? Voilà. Là, chaque consommateur, en fait, a évidemment un rôle à y jouer. On constate dans les milieux forestiers la disparition d'un certain nombre d'espèces forestières qui sont dues à un réchauffement climatique et à une évolution donc, géographique de ces espèces. Les surfaces boisées sont nombreuses. Le recours aux énergies renouvelables et en particulier à la biomasse forestière est de plus en plus encouragé, que ce soit au niveau national ou régional. Par rapport à la filière bois de chauffage, on constate une recrudescence dans le besoin d'acquisition de bois de chauffage ou de pâte à papier ou de bois énergie, puisque l'intérêt du bois de chauffage c'est une solution de chauffage la moins coûteuse, la plus calorifique qu'il soit. Et compte tenu de cette forte demande et de l'offre qui ne peut pas non plus suivre en adéquation, au détriment de la bonne gestion sylvicole de ces forêts, on se retrouve confronté à une difficulté en approvisionnement pour ce bois de chauffage-là. En France, tous les 10 ans, c'est l'équivalent d'un département qui disparaît au profit de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Cela renforce les émissions de gaz à effet de serre et fragilise les écosystèmes qui ne peuvent plus assurer les services régulateurs du climat. Il y a désormais plusieurs politiques publiques qui s'intéressent justement à une approche justement transversale, et une approche plutôt de l'espace. On peut citer évidemment la trame verte et bleue qui se décline en Midi-Pyrénées. Il y a un schéma régional de cohérence écologique qui a été adopté en mars 2015, donc tout récemment, et qui devra nécessairement être pris en compte dans les outils de planification à venir. On s'est inscrit dans une vision, aller vers une ville nature et l'autre aussi une ville nourricière. Cette année, la problématique qu'on a choisie dans la continuité de la COP21, c'est de réfléchir à la conciliation de deux problématiques, de deux enjeux majeurs pour notre avenir, c'est la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. On en est arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas réellement d'énormes inquiétudes sur ces impacts négatifs sur la biodiversité, mais que par contre, vu les évolutions qui s'annonçaient, notamment dans la mondialisation, dans l'augmentation des consommations et de la ressource, on réinterrogeait ces points qui nous paraissaient acquis et finalement des questions se posaient pour chacun d'entre eux. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions soulevées, beaucoup de problèmes soulevés. On a jeté un petit peu toutes les choses qu'on a relevées et on a essayé d'en dégager quelques idées fortes, mais c'était pas facile parce que c'était assez précis. Dans l'atelier aménagement du territoire, on a beaucoup posé de constats sur les échanges qu'on a eus. Le premier qui est ressorti, c'est le besoin de sensibilisation, la nécessité de l'appropriation des sujets tant de la biodiversité que du changement climatique. On doit conclure sur cet atelier qui est ressorti, c'est que le climat et la nature auront-ils la patience de notre lenteur ?